quand la Russie a lancé son opération militaire spéciale en février 2022 beaucoup, pensaient que l'Ukraine tomberait en quelques jours ou semaines. La Russie, prétendue deuxième armée mondiale, comptait écraser les défenses ukrainiennes et prendre Kiev avant une réaction occidentale. Cela en ferait l'une des campagnes les plus efficaces de l'histoire récente. 3 ans et demi après, cette prédiction s'avère l'un des plus grands échecs du renseignement militaire moderne. Les analystes se sont trompés non sur le calendrier, mais sur leur compréhension de ce qu'ils observaient. La Russie ne menait pas une opération militaire réfléchie, mais un suicide stratégique. En réalité, l'échec de la Russie à avancer en Ukraine était presque inévitable. Chaque aspect du plan de guerre de Vladimir Poutine reposait sur des suppositions imaginaires, de la résistance ukrainienne à la doctrine militaire soviétique, devenue catastrophiquement inadaptée à la guerre moderne. Les signes s'étaient montrés présents dès le début. Pour ce prêt à dépasser la propagande et à voir les faiblesses systémiques qui minent l'armée russe depuis plus d'un siècle. Analysons précisément pourquoi la Russie était vouée à l'échec dès l'instant où Poutine a donné l'ordre d'attaquer. D'après Royal United Services Institute, Poutine pensait contrôler l'Ukraine en 10 jours lors de l'annonce de son invasion. Mais ce délai restait optimiste par rapport à ce qu'imaginaient vraiment les planificateurs russes. La faille majeure de la stratégie russe était tactique et psychologique. Poutine s'est trompé sur l'Ukraine pour 2 raisons. Il pensait sincèrement que l'Ukraine n'était pas légitime ni indépendante sans la Russie. Son célèbre essai sur l'unité historique des Ukrainiens et des Russes, publié en juillet 2021, annonçait pratiquement l'invasion. Mais, peut-être plus important encore, depuis 20 ans, Poutine a fait de son mieux pour éliminer toute opinion dissidente, que ce soit dans son cercle rapproché ou au sein de son gouvernement. Ainsi, il est essentiellement entouré de personnes qui partagent soit la même vision idéologique que lui, soit qui ont tellement peur de le contredire qu'elles ne le montrent pas. Ainsi, au lieu d'une invasion conventionnelle menée par l'ensemble des forces militaires que la Russie pouvait rassembler sur son flanc ouest, Poutine a planifié ce qu'il a appelé une opération militaire spéciale dirigée par les services de sécurité russes ou le service fédéral de sécurité. Pour éviter les sanctions occidentales, le plan visait à agir vite, utilisant des groupes infiltrés pour neutraliser la direction politique ukrainienne. Les conséquences de cette décision ont été visibles presque aussitôt. Dès l'entrée des forces russes en Ukraine, Moscou a expédié des uniformes de parade pour la victoire. Cependant, le pays n'a pas reçu les pièces de rechange essentielles pour maintenir des opérations de combat prolongées. Plus grave, les cartes prises aux commandants russes intermédiaires ne comportaient aucun ordre d'attaque. On donnait plutôt des ordres discutables d'avancer en ignorant la menace ennemie. Il était illusoire de penser que la Russie pouvait envahir l'Ukraine, renverser le gouvernement et installer un régime pro-Poutine comme si de rien n'était. Quand la réalité s'est imposée, la Russie n'avait aucun plan de secours. Le problème, si le service spécial élabore le plan, et non l'armée, et qu'on écarte des militaires essentiels à la cohérence du plan. L'exemple le plus flagrant de l'échec stratégique russe s'est vu dès le début de l'invasion lors de l'attaque de l'aéroport de Hostomel, à 12 miles de Kiev. Cette opération était censée être le coup de maître de la Russie et son entrée en Ukraine. Il s'agissait de prendre l'aéroport, l'un des plus grands et mieux équipés au monde, en raison du fait qu'il était la base du plus grand avion, l'Antonov 225, puis de le maintenir sous le contrôle de la Russie. Immédiatement après l'avoir occupé, la Russie pouvait larguer des renforts directement dans la capitale ukrainienne. Depuis l'aéroport, il y aurait un itinéraire assez direct vers Kiev, la capitale ukrainienne. Mais au lieu que cela se produise, cela devint ce que l'analyste en sécurité Andrei McGregor a appelé le désastre aéroporté russe. Le plan lui-même était stratégiquement solide, du moins sur le papier. L'armée russe a choisi Hostomel non seulement en raison de sa grande piste d'atterrissage, mais aussi pour son emplacement le long de la route d'avancée des forces mécanisées russes. Cela signifiait que toutes les forces terrestres venant de Biélorussie, ce qui a été le cas, rejoindraient naturellement les forces d'occupation à l'aéroport, pour empêcher l'Ukraine de le reprendre. L'aéroport bénéficiait d'un terrain propice et défendable autour de la piste, avec sans doute des défenses plus légères que les autres aérodromes voisins, étant surtout un aéroport de fret civil. Cela signifiait qu'une petite force d'assaut pouvait s'emparer de l'aérodrome et le tenir assez longtemps pour que des renforts arrivent par voie aérienne ou terrestre. Mais l'exécution a révélé des failles fatales dans le renseignement et la planification russe. Entre 200 et 300 soldats d'élite russes ont été envoyés de Bélarus à Hostomel par une douzaine d'hélicoptères. Bien qu'ils aient réussi à atteindre l'aéroport en un seul morceau malgré avoir été découverts à des dizaines de kilomètres de là, c'était un exploit. L'Ukraine était presque prête pour ce type d'attaque. Environ
200 conscrits de la 4e brigade de réaction rapide occupèrent des positions défensives autour de l'aérodrome. Équipés uniquement d'armes légères, de missiles anti-aériens soviétiques et d'armes anti-chars. Lorsque des hélicoptères de transport russes ont tenté de débarquer des parachutistes, ils ont essuyé de violents tirs d'armes légères provenant des positions ukrainiennes, les obligeant à tourner autour de l'aéroport et à atterrir dans les champs environnants et près des bâtiments résidentiels. Les défenseurs ukrainiens, armés de systèmes de défense aérienne portables IGLA, ont également réussi à abattre 4 hélicoptères KA-52 et un Mi-28. Perturbant considérablement l'assaut russe et donnant un regain de morale bien nécessaire aux défenseurs. Plus important encore, l'Ukraine avait encombré la piste d'atterrissage de véhicules et appareils détruits, empêchant tout atterrissage. L'aéroport devenait alors inutile pour sa fonction initiale. L'Ukraine a aussi demandé du renfort aux villages voisins, attendu dans les prochaines heures. Les défenseurs auraient donc eu quelque chose à attendre, puis la Russie a abandonné son plan, en réalisant qu'il pourrait échouer. Selon certains témoignages, des avions russes auraient quitté Pskov, à 2 heures de Kiev. Cette force comprenait au moins 1000 soldats, voire jusqu'à 4000, embarqués plus tôt dans la journée à bord de 18 avions, Il-76. Aucun renfort n'arrivera à l'aéroport, car ils ont été redirigés vers la Russie ou la Biélorussie lorsque l'occupation initiale a duré trop longtemps. Bien que l'aéroport ait été occupé techniquement. Cela a occupé une grande partie de l'après-midi. Les forces russes venant de Biélorussie ayant été ralenties au nord par des défenses locales. En même temps, l'infanterie mécanisée ukrainienne a atteint l'aéroport, constaté son contrôle russe, puis l'a bombardé d'artillerie, aggravant les dégâts. À la nuit tombée, Hostomel n'était plus utilisable comme pont aérien pour l'assaut russe sur Kiev. L'échec du plan a poussé les forces russes à lancer une offensive terrestre longue et coûteuse, avec un coût humain stupéfiant. Le Kiev Post a indiqué qu'environ 500 soldats russes ont été tués lors de la bataille, y compris la seconde vague d'infanterie mécanisée. Ce ne sera que le premier de nombreux jours où la Russie subira des pertes à 3 chiffres. Surtout, l'échec à Hostomel a ruiné la stratégie russe pour la guerre. Faute de pouvoir envoyer massivement des renforts aériens au cœur de l'Ukraine, la Russie a dû mener une campagne terrestre prolongée pour laquelle elle n'était pas préparée. On pourrait dire que cet échec a créé de nouvelles tactiques et profondément enraciné dans la doctrine militaire russe elle-même. L'armée russe souffre d'un problème générationnel hérité de ses racines soviétiques, accentué par une forte résistance à moderniser sa doctrine et ses équipements. Contrairement aux forces de l'OTAN, qui institutionnalisent les leçons tirées du champ de bataille, la Russie se contente de scénarios prédéfinis, dans une guerre d'usure, recyclant des modèles du passé et misant sur une mobilisation de masse prévisible, plutôt que sur la manœuvre. Il s'agit surtout de la conception russe de la guerre, plus que de l'équipement ou de la formation. Il y a un sous-développement chronique du corps des sous-officiers russes, qui constitue normalement un pilier essentiel du commandement militaire moderne. Une chaîne de maillons faibles relie les officiers supérieurs, auteurs des tactiques, aux troupes chargées de les exécuter. Contrairement aux forces occidentales, la structure hiérarchique rigide de la Russie empêche ses officiers subalternes de prendre des décisions tactiques autonomes. Cela rend les opérations russes rigides, donc quand les choses tournent mal, leur tactique ne s'adapte pas au changement. Les origines de cette incapacité d'adaptation précèdent même l'ère soviétique. L'historien russe Vassili Klochevski s'est exprimé sur le règne d'Ivan IV. Le peuple n'avait pas le droit d'avoir sa propre volonté, mais était obligé de penser conformément à la volonté des autorités qui le représentaient. Cet esprit autoritaire, hérité de la domination tsariste et soviétique, a forgé une culture militaire incompatible avec la guerre moderne. Et la Russie en paie les conséquences. Son manque de progrès s'explique en partie par un mauvais leadership et une structure de commandement russe très centralisée. Face à une résistance imprévue ou à des changements sur le champ de bataille, les unités russes n'ont pas su s'adapter. Cela contrastait nettement avec l'armée ukrainienne, qui s'entraînait avec les troupes de l'OTAN depuis l'annexion de la Crimée en 2014. Cela a donné à l'Ukraine plusieurs années d'expérience de travail avec certaines des équipes les plus expérimentées, notamment en matière d'adaptation et de réalisation d'opérations à petite échelle. Cet échec d'adaptation vient aussi de la doctrine militaire russe, inchangée depuis l'époque soviétique, concernant les scénarios de champs de bataille. Un rapport de l'Institut français des relations internationales, indique que la doctrine militaire russe vise surtout une guerre totale contre l'OTAN. La conviction persistante que l'OTAN menace la Russie ne semblait pas évoluer. Même lorsque la Russie et l'OTAN semblaient adopter des perspectives plus positives sur la géopolitique mondiale et les relations bilatérales,
Dans le rapport de l'Institut français des relations internationales, l'une des principales failles de la doctrine russe est qu'elle suppose que la Russie aurait l'avantage du terrain dans une guerre défensive. La Russie pourrait ainsi utiliser ses forces aériennes comme plateforme clé de surveillance et de déni contre un ennemi cherchant la supériorité aérienne. Les forces aériennes russes mèneraient des frappes de précision, appuyées par l'infanterie mécanisée et la défense anti-aérienne. Ce qui s'est passé en Ukraine, au contraire, a été une dégradation totale de cette croyance. Non seulement la Russie a lancé une guerre offensive, mais elle l'a fait sans parvenir à obtenir la supériorité aérienne sur l'Ukraine. Les défenses ukrainiennes et les faiblesses institutionnelles ont rendu l'armée de l'air russe largement sous-utilisée. Cela a encore réduit l'efficacité des frappes à longue portée de la Russie, et même de ses offensives terrestres, car l'absence d'un soutien aérien adéquat était quelque chose que la Russie ne semblait pas pouvoir concevoir. Bien que la doctrine russe explique partiellement l'incapacité de la Russie à exploiter son avantage numérique, c'est surtout le renseignement, ou son absence, qui a été le principal moteur de l'invasion. En premier lieu, en résumé, les services de renseignement russes transmettaient à Poutine des mensonges gênants sur la faiblesse de l'Ukraine. Parallèlement, les renseignements occidentaux connaissaient déjà les intentions et capacités russes. Des mois avant l'invasion, les agences de renseignement et diplomates américains et britanniques exposaient publiquement ce qu'ils disaient être les plans du Kremlin. En novembre 2021, le directeur de la CIA, William Burns, est allé à Moscou pour avertir les responsables russes d'une invasion. Puis, à la mi-janvier 2022, Burns s'est rendu à Kiev pour informer personnellement le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, des évaluations des services de renseignement américains concernant l'invasion imminente de la Russie. Ces mêmes plans ont été réitérés par le président de l'époque, Joe Biden, lui-même. Ce partage de renseignements a offert à l'Ukraine un avantage décisif inattendu pour les Russes. L'Ukraine connaissait précisément les préparatifs russes, y compris l'assaut sur l'aéroport de Hostomel. Les forces ukrainiennes se préparaient et attendaient. D'autant plus que l'attaque contre Hostomel était quelque chose dont l'Ukraine avait eu connaissance, d'une certaine manière, lors de l'annexion de la Crimée, qui s'était déroulée de la même façon. Les renseignements russes livraient des analyses presque fantaisistes, même si certaines données du service fédéral de sécurité confirmaient les recherches en sources ouvertes. La quantité et la nature des données recueillies, ou du moins utilisées pour éclairer la décision de Poutine, étaient soigneusement filtrées. Pour illustrer la conviction de Poutine qu'il avançait facilement en Ukraine, le résultat était prévisible. Malgré le penchant de Poutine pour le secret, il aurait été bien mieux servi s'il avait simplement cherché sur Google les attitudes des Ukrainiens envers la Russie et lu les résultats des sondages d'opinion disponibles publiquement. L'échec stratégique de la Russie se voit surtout dans sa lente adaptation à la guerre par drone, devenue la technologie clé des conflits du XXIe siècle. Pendant la guerre qu'elle a déclenchée, la Russie est restée ancrée dans une pensée de la guerre froide, privilégiant de grandes plateformes conventionnelles, tandis que l'Ukraine innovait rapidement avec les drones. Les preuves de cet échec sont documentées dans les moindres détails par des organisations comme Oryx, qui ont suivi les pertes d'équipements confirmées. D'ici mi-2025, la Russie aura perdu au moins 4000 chars, probablement plus. Le nombre de véhicules blindés perdus atteint 13 000, soit plus que la plupart des pays n'en possèdent. Ces chiffres montrent comment la puissance militaire conventionnelle de la Russie affaiblit face à un adversaire qui était initialement considéré comme militairement insignifiant. L'une des avancées majeures de l'Ukraine a été la mise en open source complète du développement de sa technologie de drone. La fabrication et le prototypage des drones étaient réalisés par des équipes de bénévoles dans des garages et des ateliers artisanaux, qui étaient ensuite directement financés par le gouvernement ukrainien pour mener la recherche et le développement. Les équipes partageaient en gros leurs progrès pour accélérer le développement. L'Ukraine a ainsi rationalisé le processus, passant de l'idée à l'équipement utilisable en quelques mois, au lieu des années des achats militaires classiques. Même alors, la modernisation de la Russie est restée largement superficielle. Par exemple, le nouveau char russe T-14 Armata a été souvent montré lors de défilés, mais rarement aperçu sur le champ de bataille. Cela va de pair avec le fait que la Russie a largement surestimé ses capacités d'approvisionnement, puisque l'Armata devait initialement être acheté par milliers, mais seulement 20 ont été construits au moment où l'invasion a commencé. Quand la Russie a tenté de montrer son matériel, les résultats furent embarrassants. Les chars T-14 Armata déployés en Ukraine ont été rapidement retirés après quelques semaines. Les échecs de la Russie se sont également étendus au-delà du combat terrestre, jusqu'à un domaine où elle aurait dû détenir une supériorité incontestée, la mer Noire. L'Ukraine n'ayant presque pas de marine au début de la guerre, la flotte russe de la mer Noire aurait dû dominer la mer en quelques jours. Au lieu de cela,
L'Ukraine a révolutionné la guerre navale et démoli systématiquement la puissance navale russe, n'utilisant rien d'autre que son ingéniosité et la technologie fournie par l'Occident. D'ici mi-2025, l'Ukraine aura neutralisé 40% de la flotte russe de la mer Noire, forçant le reste à fuir vers des ports inutiles, et même des cibles d'entraînement pour l'évolution des drones longue portée. Le point bas a été la destruction du navire amiral russe Moskva en mer Noire. Ce fut le moment où le monde comprit que la marine russe n'était pas invincible. Le développement rapide par l'Ukraine de drones navals subaquatiques est salué comme l'une des plus grandes innovations militaires récentes. Cela a conduit à des applications pratiques et dévastatrices. Les conséquences stratégiques ont été graves pour la Russie, mais compensées par les gains économiques de l'Ukraine. En éloignant les navires russes des voies maritimes ukrainiennes, les drones navals ont remporté des victoires tactiques et préservé l'économie ukrainienne. Les exportations ukrainiennes de céréales génèrent près de 10 milliards de dollars pour financer l'effort de guerre. Ce qui rend l'échec de la Russie en Ukraine si total, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de défaites tactiques, mais de l'effondrement d'un système politico-militaire tout entier. Ce système n'a jamais été conçu pour ce type de guerre. La Russie pensait que le gouvernement ukrainien tomberait ou serait trahi, et que ses troupes seraient accueillies en libératrices. Lorsque ces hypothèses se sont révélées fausses, la Russie n'avait pas de véritables alternatives. Les forces militaires russes n'ont pas réussi à progresser de manière significative sur le champ de bataille, ont saisi un territoire limité, perdu des quantités substantielles d'équipements par rapport à l'Ukraine, et subi des taux de pertes et de blessés remarquablement élevés. Le coût humain est stupéfiant, plus d'1 million de soldats russes tués ou blessés depuis le début de la guerre. Depuis 2022, la moyenne quotidienne des pertes russes a presque constamment augmenté. Pour perspective, la Russie a perdu environ 5 fois plus en Ukraine que durant toutes ses autres guerres depuis la Seconde Guerre mondiale. Peut-être que le plus révélateur est le rythme des gains territoriaux par rapport aux coûts énormes. Après 3 ans et demi de combat, la Russie contrôle environ 20% du territoire ukrainien, et une grande partie de ce territoire a été prise en 2014, soit 8 ans, avant l'invasion actuelle. Entre 2022 et 2025, la Russie a obtenu peu de gains territoriaux, pour un coût très élevé. Forbes a fait des calculs indépendants, avec des données d'avril 2025, montrant que la Russie n'a conquis qu'environ 176 km². Si l'Ukraine garde sa défense actuelle et que la Russie ne renforce pas son attaque, la guerre durerait encore 230 ans. Au final, la défaite de la Russie en Ukraine n'était pas simplement le résultat de la malchance, d'un mauvais leadership ou de revers temporaires. Ces échecs systémiques ont miné la culture militaire russe depuis des décennies. Ce qui a finalement atteint son paroxysme lorsque la Russie a été contrainte de déployer ses forces en masse contre un adversaire soutenu par l'Occident. Tous les aspects de l'approche russe, des hypothèses irréalistes à la structure de commandement rigide, en passant par les échecs du renseignement et le retard technologique, ont rendu l'échec inévitable. La tragédie, c'est que ces faiblesses étaient déjà visibles, les services de renseignement américains ayant été prévenus que le conflit mènerait à une invasion. La leçon pour l'avenir est claire. La puissance militaire au XXIe siècle ne vient pas de la taille des armées, ni de la prétendue sophistication de l'équipement. Elle provient de la capacité à s'adapter, innover, apprendre et à s'allier à de puissants partenaires. Les systèmes autoritaires répriment ou évitent systématiquement ces capacités, car elles sont contraires à leur régime. Merci d'avoir regardé. Pour découvrir comment les stratégies de défense ukrainiennes ont transformé la guerre moderne, lisez notre analyse de la contre-offensive de Kharkiv. Et pour rester informé de l'évolution de la stratégie militaire au XXIe siècle, abonnez-vous à The Military Show pour des analyses complètes des conflits mondiaux.